Toute ma vie, j'ai navigué au grand large, parcourant les océans, enchaînant les milles et les aventures. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer ceux qui, comme moi, ont la mer pour horizon. Je vous emmène à travers la planète, de l'Afrique à l'Amérique, du Pacifique à l'Atlantique, à la rencontre des peuples des mers. Par migration successive, l'homme moderne se serait implanté sur un vaste territoire dominé par l'océan. Naviguant d'île en île, nos ancêtres auraient commencé à peupler les terres du Pacifique il y a près de 70 000 ans. Formant des communautés souvent isolées, ils ont appris à vivre en autarcie, développant peu les échanges entre clans. Aujourd'hui, ces populations s'efforcent de respecter les règles coutumières. Au Vanuatu, les habitants des îles Banks forment une communauté qui continue à vivre en autarcie. En Nouvelle-Calédonie, le clan des piroguiers perpétue les savoir-faire transmis par leurs ancêtres. Au nord-ouest de l'Australie, les Bardijawi s'investissent dans la défense de leur territoire et ont créé une brigade de rangers pour en assurer la préservation. Les îles Banks, au nord du Vanuatu, ont été très longtemps isolées du reste du monde. Leurs habitants, les Nivan, ont appris à profiter des seules richesses de la nature. Un océan nourricier et des terres fertiles. Mais surtout, ils ont su préserver leur identité, fondée sur l'entraide et sur le partage de ressources, qui semblent être inépuisables. Quand un habitant a besoin de quelque chose, il se rend tout simplement dans la forêt. Basile est l'un des chefs du village. Aujourd'hui, il veut fabriquer un filet de pêche. Des lianes et des feuilles vont suffire à sa création. Coupe-la doucement. Comme ça, quand on la tirera, elle viendra toute seule. Maintenant, on va en couper une autre. Ici, si tu cherches de quoi te nourrir, tu vas en mer. Et si tu cherches des outils pour fabriquer des maisons, des bateaux, des canoës, tu vas dans la forêt. Tu peux t'asseoir ici. Le capitaine sera derrière toi. La grande île de Motalava, où nous sommes allés chercher des lianes, et la petite île de Ra, là où Basile habite, sont séparées par un bras de mer. Pour passer de l'une à l'autre, je fais donc comme tout le monde ici. J'utilise une pirogue. Certains disposent de leur propre bateau. Les autres, comme moi, prennent le bateau-taxi. Située à l'est de l'Australie, Motalava et Ra font partie des 83 îles que compte le Vanuatu. 1400 personnes habitent sur la grande île, 190 sur la petite. Pour la plupart, des pêcheurs et des agriculteurs. Les lianes que nous avons ramenées de la forêt sont étirées puis nouées ensemble. Tout autour, nous y attachons des feuilles de palmier. C'est ainsi que nous fabriquons un piège à poissons qui ressemble à une longue ligne hérissée de lames végétales. Sur Ra, on est tellement isolés qu'on demande aux gens de la grande île de venir nous aider. On travaille ensemble, et c'est mieux comme ça. Le lendemain matin, à marée haute,
plus d'une centaine d'hommes sont réunis pour la grande pêche traditionnelle qui se tient 1 à 2 fois par an. La liane fait plus d'1 kilomètre de long. Elle est tirée de la plage vers le large grâce à la force cumulée des hommes venus des 2 îles. C'est comme ça qu'on fait peur aux poissons. On bouge la liane de cette manière, et quand le niveau de la mer baisse avec la marée, nous remontons le filet. La liane est posée en arc de cercle. Chacune de ses extrémités est accrochée au rivage. Quand la mer se retire, le poisson est alors pris au piège. Tous les pêcheurs retiennent leur souffle. Ils attendent le signal qui lance le début de la pêche. Pour attraper un poisson, tu dois être attentif, parce que l'eau est pas claire. Il faut pas le quitter des yeux, parce que le poisson bouge dans tous les sens, alors il faut le suivre. Tu dois faire comme lui. Utiliser un arc et des flèches nous oblige à avoir les mains prises. Du coup, il nous reste que les dents de libre. C'est pour ça qu'on s'en sert pour tuer le poisson. Comme ça, il meurt rapidement. On utilise notre filet traditionnel, mais aussi le filet des Blancs. Parfois, je dois dire que c'est utile, même s'il faut de l'argent pour l'acheter. Les poissons attrapés dans le filet appartiennent à la communauté. Ceux qui ont été pêchés à l'arc sont la propriété de chaque famille. Un bien précieux qui apporte de la nourriture pour plusieurs jours. La pêche traditionnelle, c'est un bon moyen de se retrouver, de passer de bons moments ensemble autour des poissons. Nous aimons beaucoup ça, car c'est notre tradition. Moi, j'ai toujours voulu vivre ici. Partir vivre en ville, loin de mon village, ça coûte beaucoup d'argent. Je préfère la vie ici. Elle demande peu de moyens. J'aime vivre de manière traditionnelle. Une vie libre, qui demande peu de moyens, mais qui a tout de même un prix, l'isolement. Seule la pirogue permet de faire le lien entre les îles. Watson est le charpentier de l'île. C'est lui qui construit toutes les pirogues du village. Pour une famille, lui commander une pirogue est un investissement. Environ 1 mois de salaire pour un modèle de taille moyenne. Basile doit changer la sienne, devenue trop vieille. Une pirogue dure rarement plus d'une dizaine d'années. Pour réduire le prix de son investissement, il a décidé d'aider Watson à la fabriquer, m'invitant à participer au chantier. L'arbre choisi, un manguier, est sélectionné pour ses qualités marines. Le bois doit être assez dur pour résister à l'humidité, mais assez léger pour être transporté facilement.
C'est très bien. Bon, maintenant on doit le porter sur nos épaules pour pouvoir le descendre directement jusqu'à la plage. Allez. Oh, hop. La végétation, dense sur ces îles, empêche bien souvent les déplacements par la terre. Le meilleur moyen pour aller d'un endroit à un autre est de naviguer. La mer est un espace ouvert, familier, dont chacun connaît les secrets et les caprices. Le vent s'est soudainement levé. La météo est ici souvent changeante. La mer peut rapidement devenir violente et former des vagues et de puissants remous. Basile ne veut pas renoncer à son voyage vers les terres du Nord. Il décide donc de m'emmener malgré la mauvaise humeur de l'océan. À 200 mètres de la plage, les récifs qui protègent le lagon forment une barrière naturelle sur laquelle la mer vient se briser. J'ai du mal à franchir ces immenses vagues qui plusieurs fois retournent ma pirogue. Basile, bien que plus agile, rencontre lui aussi des difficultés. Hop! Soulève le bateau pour le vider! Soulève! Cependant, après plusieurs tentatives, nous parvenons à dépasser la barre, accédant ainsi à des eaux plus sereines. Notre voyage peut se poursuivre, et après quelques heures de pirogue, nous atteignons les champs qui appartiennent à la famille de Basile. Voici notre jardin. À Motalava, on cultive. On va pas au marché ou au magasin pour acheter des choses. Ici, je plante tout ce dont on a besoin. Des bananes, des cannes à sucre, du chou, du manioc, de la pastèque. Chaque famille dispose ainsi de petites surfaces cultivées, nichées en plein cœur de la forêt. La terre, généreuse et volcanique, le climat, chaud et humide, permettent de produire fruits et légumes en quantité. Tu veux qu'on déterre un peu de manioc ? Nous n'avons pas construit de maison ici parce que ça aurait pris trop de place. Donc on vit là-bas. On vient ici pour jardiner, récupérer la nourriture et on repart. Faire des heures de pirogue pour récolter quelques légumes peut sembler peu efficace. Mais Basile et les siens considèrent qu'éloigner la nourriture des habitations est un bon moyen de protéger les ressources contre une exploitation trop importante. Quand on aura fini le dîner, on va dormir ici. Mais attention, la nuit, il y a des petits démons. Ce sont des esprits maléfiques. Ils vivent cachés ici. Ils sont attirés par l'odeur du poisson. Cette feuille, elle va nous protéger. Tu dois la prendre et la mettre sur ton visage. D'accord ? Préservés des esprits de la forêt, la nuit s'écoule sans surprise, nous offrant le repos nécessaire pour entamer notre retour vers le village. Nos pirogues, chargées des fruits et légumes récoltés, sont lourdes et peu manœuvrantes. Mais la mer s'est calmée et rend notre voyage plus agréable. Demain, les habitants des deux îles vont célébrer la Saint-Andrew,
comme ils le font chaque année depuis plus d'1 siècle. Sur la plage, les femmes sont déjà à la tâche. Elles tressent les feuilles de palmier qui serviront de plats et d'assiettes. Comme un ciment invisible, le chant tisse du lien entre elles et renforce la solidarité qui structure la communauté. Lola est la femme de Basile. En attendant notre retour, elle a commencé le lap-lap, le plat de fête traditionnel des Nivan. La première étape consiste à préparer le feu. Ce sont des pierres qui proviennent du volcan, car sinon, les autres pierres ne résistent pas à la chaleur. Je connais cette recette depuis toujours, car elle m'a été transmise par mes ancêtres, et plus particulièrement par ma grand-mère. Tout le monde travaille et partage les connaissances ensemble. Dans quelques minutes, la fumée va descendre. Le poisson, les légumes, les ignames sont ensuite rassemblés dans une grande feuille de palmier. Entourée de patates douces, la natte est ainsi préparée et déposée sur le feu durant une nuit entière. Le temps nécessaire pour que les ingrédients s'imprègnent de leur saveur réciproque. Le lendemain matin, les habitants des 2 îles se rassemblent pour la cérémonie. Le lap-lap est ensuite proposé à tous les membres de la communauté. Parents, cousins, amis, voisins, tous se retrouvent pour partager ce repas traditionnel préparé avec ferveur par Lola. Ce repas de cérémonie est toujours l'occasion pour notre communauté de partager un bon moment ensemble. On danse, on parle avec nos amis, les filles sont avec les garçons. C'est aussi une opportunité pour les jeunes de rencontrer leur future épouse ou mari. Et même pour les plus petits, c'est chouette. On est tous très contents d'être ensemble. Après le déjeuner, les hommes ont troqué leurs costumes de messe pour leur parure traditionnelle. Ils se rassemblent au centre du village pour danser. Ici, les cérémonies chrétiennes cohabitent sans problème avec les coutumes animistes que les Nivan ont préservées. Les Nivan ont fait de leur isolement une force. Ils vivent leur archipel comme un espace ouvert et regardent au large. Pour eux, les seules limites qui comptent sont celles de l'horizon. Non loin de là, à quelques centaines de kilomètres plus au sud, les Kanaks de l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie, ont sorti de l'oubli les cultures ancestrales qui faisaient autrefois leur fierté. Ce peuple, installé ici depuis 3000 ans, navigue à bord des Berewe, des pirogues à balancier, comme leurs lointains ancêtres mélanésiens. Leur fabrication est un secret jalousement gardé par les maîtres piroguiers. Car pour les Kanaks, les Berewe sont bien plus qu'un bateau. Elles sont le symbole du lien qui unit l'homme à l'océan. Comme son père et son grand-père avant lui,
Joseph est maître piroguier. Il est le dernier de l'archipel à construire des béréoués. Aujourd'hui, c'est à son fils Mike qu'il transmet son savoir. Situé à 1200 km à l'est de l'Australie, l'archipel de Nouvelle-Calédonie est composé de 5 îles et d'une multitude de petits îlots. Ces eaux turquoises, transparentes, sont parsemées de récifs affleurants et de gros rochers qui semblent avoir été posés sur le sable des lagons peu profonds. Naviguer dans ces eaux semées d'embûches nécessite une fine connaissance du maniement particulier de ces bateaux. Vao, le village de Joseph, se trouve sur l'île des Pins, une bande de terre de 18 km de long que se partagent 8 tribus. Joseph et Mike veillent sur les droits coutumiers et sur les rituels de pêche. Les décisions qui concernent la communauté se prennent dans des assemblées qui réunissent les hommes puissants du village. Aujourd'hui, en tant que chef du clan, j'ai réuni le conseil coutumier car j'ai besoin d'une nouvelle pirogue pour pêcher. Joseph, si tu es d'accord, quand pourrions-nous couper l'arbre pour faire une pirogue? Ces jours-ci, ce n'est pas la bonne lune. Le bois risque de pourrir. Oui, mais pour une petite pirogue, ça devrait aller. Ça ne m'inquiète pas. C'est bon pour tout le monde? Voilà, c'est décidé. Nous couperons un arbre alors. Alors préparez les outils et aiguisez les lames. Une fois la décision entérinée par l'Assemblée, elle s'impose à tous. La communauté se mobilise alors pour accomplir ce qui a été décidé. Poussés par une forte brise, nous naviguons vers la pointe sud de l'île. C'est là que l'on trouve les forêts de pins colonnaires. Ces arbres peuvent atteindre 50 mètres de haut. Leur bois, tendre et facile à creuser, est utilisé pour la fabrication de la coque et du flotteur du bateau. La première étape consiste à identifier l'arbre, dont la forme sera adaptée aux exigences de la navigation. Regarde s'il y a un arbre qui te convient. Je ne sais pas. Vas-y, tourne autour. Et regarde si la taille te convient et si la hauteur est bonne. Il est pas bon celui-là? Bon alors continuons par là. Ah, celui-là c'est un bon arbre. Je prends celui-là. Il est parfait pour la coupe. Voilà, et il a choisi son arbre, là, c'est celui-là qu'il veut. Maintenant, on va nettoyer un petit peu à côté. Bon, ben, quand on vient au pied de l'arbre, quand on voit qu'il y a des pousses qui sont à côté, ben, on laisse. Parce que si on ne pense pas à l'avenir, les enfants, ils vont couper quoi plus tard, s'il n'y a plus d'arbres. Il y a des renforts qui arrivent. Pour les jeunes du village, participer à la construction de la pirogue signifie s'inscrire dans les pas des anciens, perpétuer une tradition ancestrale et affirmer son appartenance au clan.
Une fois le tronc débarrassé de son écorce, les membres du clan se rassemblent pour descendre sur la plage, la pièce centrale du futur bateau. Un équipage, composé d'Alexandre et de José, se charge d'organiser le retour vers le chantier naval du village. Je profite de la présence d'un autre bateau pour partir avec Mike pêcher sur le lagon. L'eau laisse apparaître des fonds sablonneux, tapissés de rochers et de coraux. C'est l'endroit idéal pour attraper des langoustes. Au fil du temps, Mike a appris à connaître les endroits où elles se cachent. Riche de son expérience, il est capable d'en pêcher près de 200 en une seule journée, soit environ 100 kilos de langoustes, qu'il vend ensuite sur les marchés. La nuit va bientôt tomber et le village est encore loin. Nous décidons de bivouaquer sur la plage. Quelques branches pour allumer le feu, des langoustes pour repas, une vie simple au contact de la nature. Les bivouacs font partie de la vie quotidienne des membres des clans pêcheurs. Leur culture se transmet à l'oral plutôt qu'à l'écrit. C'est la vie de tous les jours. Tout c'est transmis avec la parole. Et si c'est écrit, on n'aura plus besoin des vieux. Vous demandez, voilà, on va faire quoi? Comment on fait ça? Comment on fait cette pêche-là? Voilà, il y aura plein d'échanges entre les jeunes et les vieux. Le lendemain matin, au lever du soleil, Alexandre est déjà au travail. Dans la tradition kanak, le commanditaire du bateau doit participer à sa construction. Elle ne se fait pas au hasard. Elle obéit à des règles précises, répond à des critères connus des seuls initiés. Allez, ouais, au cœur. Chaque geste, chaque technique est le fruit d'un savoir-faire ancestral. L'intérieur du tronc est brûlé afin d'en chasser tous les insectes. C'est un bon moyen de préserver la qualité du bois pour de nombreuses années. En moyenne, un béréoué comme celui-ci peut naviguer durant 10 à 20 ans. Quand la flamme sort, il faut prendre le pinceau là, et puis jeter un bon dose. Éteindre. En fin d'après-midi, une fois les premiers travaux effectués sur le bateau d'Alexandre, Mike et quelques amis décident d'aller pêcher pour agrémenter le repas du soir. Cette fois, ils utilisent un filet moderne qu'ils marient à des techniques de pêche traditionnelles. Comme souvent chez ce peuple de la mer, les savoirs ancestraux se mélangent aux connaissances modernes. La solidité des béréoués, très adaptés à ces fonds, parsemés de récifs, est un atout considérable pour se déplacer d'île en île. Profitant d'un vent permanent, ils peuvent ainsi parcourir de longues distances, sans avoir à s'appuyer sur des énergies fossiles. Une fois arrivés sur le lieu de pêche,
les marins déposent le filet en formant une cloche dans laquelle ils vont tenter de rabattre le poisson. Pour cela, ils utilisent de longues perches qui, en s'écrasant sur la mer, effraient le poisson, le poussant à quitter l'abri des rochers pour se jeter dans le piège des filets tendus par les marins. La mer, c'est notre garde-manger, comme une mer nourricière. C'est-à-dire que c'est le complément de ce que vous trouvez sur la terre. Donc on fait tout pour la protéger, pour qu'on puisse toujours, que les générations après nous puissent bénéficier comme nous. Ah, voilà un beau petit dawa qui arrive. Le fruit de la pêche, une petite dizaine de poissons, va servir à préparer le bounia, un repas traditionnel que se partagent les responsables du clan. Nous décidons de rentrer au village bien avant la nuit, car cette recette demande une longue préparation qui mobilise une grande partie de la famille de Mike. Les hommes ont la charge de préparer un large feu. Les femmes s'occupent de la préparation de ce plat traditionnel qui mélange poisson, manioc, igname et taro. Le tout enveloppé dans des feuilles de bananier. La préparation, une fois terminée, est enfouie sous des pierres volcaniques chauffées, puis recouvertes de terre. Il faut en moyenne 6 heures pour que le plat soit parfaitement cuit. Le soir venu, autour d'Alexandre, les responsables du clan pêcheur célèbrent le commencement des travaux sur la pirogue du chef. Le bounia est enfin partagé. Il fédère ces pêcheurs qui se retrouvent toujours avec plaisir autour de ce repas traditionnel. Voilà, le poteau rose. Bon appétit quand même. Voilà, bon appétit. Faire des dons, verbaliser des désirs. Manger le bounia participe à ce que tous appellent ici faire la coutume. Bien que moderne, la société kanak reste attachée aux croyances qui la structurent depuis toujours. Les Berewe participent eux aussi à la préservation des liens ancestraux. La mobilisation du clan autour de la fabrication des pirogues, les rituels liés à sa mise à l'eau, font de ces bateaux un trait d'union entre passé et présent et sont à l'origine de la construction d'une identité kanak. En traçant leur sillage vers l'océan, les Berewe inventent la route d'un futur où la culture kanak continuera de souffler longtemps sur le lagon. En Australie, à 5000 km de la Nouvelle-Calédonie, des aborigènes tentent eux aussi de défendre leur culture, tout en s'inscrivant dans la modernité. Pour les Bardijawi, la terre et la mer ne font qu'un. Un espace sans limite, où hommes, plantes et animaux sont reliés spirituellement. Une nature bienfaitrice et nourricière que cette communauté aborigène vénère et protège. Les Bardijawi sont les sentinelles de la dernière frontière sauvage de l'Australie. J'embarque avec Kevin. Il fait partie de l'unité des rangers des Kimberley. Leur rôle est de protéger et de surveiller les espaces naturels de la péninsule de Dampierre, un territoire de 3000 km² situé au nord-ouest de cette zone, face à l'océan Indien.
Une région isolée, peuplée de quelques centaines d'habitants. Aujourd'hui, les rangers participent à une mission scientifique sur les dugongs. Ils doivent capturer plusieurs spécimens pour les étudier. Ici, juste devant. Regarde, tout droit, là, juste là. Le dugong est un mammifère marin qui se déplace le long des côtes de la péninsule, où il broute les herbiers marins. Oh là, juste devant le bateau, de l'autre côté, il y a une tache noire. Ok les gars, c'est du bon boulot. Est-ce qu'on peut l'immobiliser sans la corde? Est-ce qu'on peut le tenir correctement? Une fois l'animal attrapé, plusieurs plongeurs se jettent à l'eau pour maintenir le dugong sans le blesser. Des échantillons de peau sont prélevés pour identifier son ADN. Ils permettront de connaître l'origine génétique des spécimens de cette région. La balise Argos, fixée sur la queue du dugong, permettra de suivre ses déplacements pendant plusieurs mois et complétera les connaissances accumulées au fil des siècles par les aborigènes. C'est une question d'habitude. Nous grandissons avec cet animal. Nous apprenons beaucoup de lui en l'observant. Et finalement, nous apprenons à penser comme lui. Les dugongs sont aujourd'hui une espèce menacée et leur nombre ne cesse de diminuer dans le monde. Les Kimberley sont l'un des derniers sanctuaires pour ces mammifères marins. Pour les rangers Bardijawai, protéger les dugongs, c'est préserver la biodiversité et l'équilibre de l'écosystème de la péninsule. Les dugongs et nous, le peuple Bardijawai, vivons ensemble depuis des années. On pourrait même dire des siècles. Nous nous respectons mutuellement. Nous croyons que la seule manière de protéger les tortues et les dugongs, c'est de perpétuer nos traditions, nos coutumes, notre manière de vivre. Nous avons besoin d'en prendre soin. Créée en 2006, l'unité des rangers Bardijawai est composée uniquement d'aborigènes. Une première en Australie. Plus qu'un symbole, c'est la reconnaissance des savoirs, des connaissances et du lien qui unit ce peuple à la nature. Pour Kevin, comme pour tous les rangers, participer à toutes ces études scientifiques est une fierté. Nous avons fait du bon travail. On a été plutôt chanceux d'en attraper un car ce n'est jamais sûr. Là, tu peux voir la transmission satellite des balises placées sur les animaux. On commence à avoir une idée du mouvement des dugongs sur notre territoire. Ils circulent autour des Kimberley dans une zone plutôt sauvage, autour du territoire des Bardijawai. Grâce à ce projet, nous commençons à en savoir plus sur ces animaux. Sans le savoir traditionnel de nos anciens, leur connaissance des marées, à quel moment il faut partir en mer pour espérer trouver un animal, sous quel rocher. Sans tout cela, on aurait eu plus de mal. Et puis, tu sais, il y a cette façon de capturer les animaux. C'est une technique ancestrale. La journée terminée, Kevin m'invite chez lui. Nous empruntons la seule route qui relie la dizaine de villages de la péninsule. Il tient à s'arrêter à Lambordina, une ancienne mission catholique. C'est là qu'il a passé une grande partie de son enfance. Je connais cette église depuis 1956.
J'avais 5 ans quand je suis arrivé ici avec tout un groupe d'enfants venus de la région des Kimberley. Ils avaient été retirés à la garde de leur famille et emmenés ici de force pour y être scolarisés. C'était la politique du gouvernement de l'époque que de vouloir écarter les enfants de leur culture aborigène traditionnelle. Ils pensaient, le gouvernement pensait, et peut-être aussi les gens de la mission catholique, qu'il serait possible de me changer, de changer tout mon peuple. Alors ils nous ont pris et emmenés dans cette pension. Pendant des siècles, les droits des aborigènes ont été ignorés par le gouvernement australien. Au prix d'un long combat, les terres de leurs ancêtres leur ont été restituées. Kevin a décidé de s'installer près de l'océan, là où ses aïeux vivaient. Voici ce qu'on appelle mon homeland, celui qui appartient à ma famille, la terre de mon grand-père. Homeland veut dire ton pays, ta terre. Et je suis revenu sur ma terre. Et je veux que les enfants, mes enfants, vivent ici. Nous appartenons tous à une terre. Et cette terre, nous en sommes responsables. Nous formons un tout. Ici, nous sommes tous égaux, les arbres, les oiseaux, les hommes, les poissons. Nous devons vivre en harmonie, en partageant ensemble ce que nous apporte la terre. C'est notre toit, l'endroit de notre famille aujourd'hui, et cela a toujours été ainsi. Entouré de ses 9 enfants et de ses 23 petits-enfants, Kevin vit dans une maison avec eau, électricité et télévision. Pour le reste, il lui suffit d'aller en mer pour trouver du poisson et en forêt pour fabriquer des outils. Il faut enlever toute l'écorce, pas seulement la partie la plus fine. Ce bois est très dur. Ce bois, comme tu peux le voir, est bien droit et assez souple. Il va pouvoir durer longtemps. Et puis surtout, ce bois est près de nous, disponible sur notre terre. Nous devons utiliser ce qui est à notre portée sur notre terre. Cette idée a grandi avec moi. Elle m'a été transmise par mes aînés. Du coup, j'emmène les jeunes avec moi pour leur montrer comment choisir le bois que nous utilisons. C'est probablement l'un des meilleurs du pays. Avec lui, on en tire toujours quelque chose de bon. Il ne nous trahit jamais. Une fois les troncs coupés, le bois est chauffé pour en améliorer la résistance. Il peut ensuite être utilisé comme lance pour attraper du poisson. Sur ces vastes espaces peu peuplés, les vasières, les trous de rochers et les étendues de sable forment un environnement propice à une pêche de surface, qui ressemble à une chasse. Une pêche ancestrale qui se pratique en famille. Rock cod, c'est probablement l'un de ceux qui a le meilleur goût. Sa chair est délicieuse. Moi, personnellement, c'est mon préféré. C'est important pour nous de conserver notre façon de pêcher, car elle est écologiquement responsable. Nous n'attrapons que ce dont nous avons besoin, ce qui nous permet d'être en harmonie avec les espèces animales autour de nous. On ne pêche pas des centaines, voire des milliers de poissons, comme parfois les gens le font avec des filets. Nous, on pêche très peu, juste de quoi survivre.
en accord avec nos traditions et nos coutumes. Et ça, c'est très important. En moins d'une heure, la famille de pêcheurs a attrapé une quantité largement suffisante de poissons pour nourrir tout le groupe qui s'est installé sur la plage pour la soirée. Vers 18 h, lorsque le soleil se couche, la nature se fait propice aux rencontres et aux échanges avec les ancêtres. Autour du feu, il y a toute la famille de Kevin. Ses petits-enfants, des oncles, des tantes, des amis. C'est tout le clan qui s'est réuni. Sur les visages se lit le bonheur tout simple de partager cet instant. Bundi, l'un des aînés de la communauté, apprend aux enfants des chants et des danses qui racontent le temps du rêve. Là où tout ce qui fait l'univers, visible et invisible, le passé, le présent et l'avenir, trouve son origine. C'est une histoire qui parle de petits oiseaux qui tournent doucement dans le ciel. Ces petits oiseaux blancs partent pêcher en mer, plongent, reviennent avec du poisson pour nourrir la famille, puis repartent. C'est ce qu'on appelle la danse du Karelam. Cette danse nous raconte cette histoire. C'est bien de voir que les jeunes s'intéressent à nos traditions. Et nous, c'est notre rôle de transmettre ces traditions. Oui, on doit continuer à conserver cette mémoire en pratiquant régulièrement. Mes neveux, ma petite-fille, tous ils chantent. Chaque tribu possède ses propres chansons. C'est ce qui la distingue des autres. Elles sont une manière de créer du lien entre les individus ou les clans, tout en les différenciant. Les familles sont propriétaires des chansons. Et si quelqu'un d'extérieur à la famille veut les chanter, il doit demander la permission pour le faire. Quand il l'obtient, il devient ainsi membre de la famille. Le lendemain matin, je pars de nouveau en patrouille avec Kevin le long de la côte des Kimberley. Cette partie du littoral est couverte par la mangrove. Elle abrite une faune importante de poissons, d'oiseaux et de tortues. À ce moment de l'année, les tortues viennent parfois dans les mangroves parce qu'elles y trouvent à manger. Elles mangent le fruit des arbres, les amanas comme on les appelle. Mais c'est plutôt pendant la saison des pluies parce qu'il y a plus de fruits. Mais là-bas, il y a des eaux profondes. On peut en trouver qui mangent des fruits de zamana. Nous accostons sur une plage où les tortues ont l'habitude de pondre. Kevin cherche l'emplacement des nids pour vérifier si les œufs ont déjà éclos. De novembre à mars, les 5 espèces de tortues marines existantes se retrouvent sur les rivages désertiques des Kimberley pour se reproduire et font de cet espace une importante zone de préservation. Le travail de Kevin et des rangers est de les identifier, de les recenser afin de mieux comprendre leurs déplacements et leur comportement. On relève les mesures dans différentes zones, d'abord ici à Panda Bay, puis plus tard on peut la retrouver dans une autre crique ou ailleurs sur notre territoire. On verra alors de combien elle a grossi. Elle est large, non ? Pour les aborigènes, les hommes et les animaux ont des ancêtres communs. Ils ont tous les deux une âme et sont liés spirituellement. Chaque homme a ainsi son totem. Un animal qu'il ne peut ni chasser ni manger et qu'il doit protéger.
ces croyances sont encore très fortes. Si trop de personnes venaient s'installer ici, je pense que nous perdrions alors la bataille de la préservation des animaux. Cette terre doit rester la nôtre, pour que nous puissions nous en occuper comme nous l'avons toujours fait, avant même la colonisation. J'ai peur pour l'avenir. Je me suis beaucoup battu pour défendre mon territoire, mais en ce qui concerne les plus jeunes, je suis moins sûr qu'ils en aient l'énergie. Ils sont moins combatifs que moi. Ils se tourneront peut-être vers la culture occidentale. La seule façon de protéger notre homeland, c'est d'être sûr de vivre et de rester ici. L'équilibre entre l'homme et la nature est pour les Bardijawis le fondement de leur identité. En transmettant leur savoir aux nouvelles générations, Kevin et les rangers veulent protéger l'environnement, mais aussi leur propre culture et leur mode de vie. Pour les Bardijawis, la terre et la mer sont un patrimoine, un espace à partager, un avenir à préserver. Durant ce voyage, j'ai rencontré des peuples qui, au fil des ans, ont adapté leurs traditions aux nécessités du monde moderne. Mais riches de cette mer qui façonne leur mode de vie, ces peuples du Pacifique Sud ont su conserver leur identité.